bienvenue. Je suis heureux que tu sois là aujourd'hui, parce que ce que nous allons explorer ensemble pendant cette heure n'est pas quelque chose que tu trouveras dans un manuel scolaire, n'est pas quelque chose que tes parents t'ont probablement enseigné, et ce n'est certainement pas quelque chose que le système éducatif traditionnel considère comme prioritaire. Que nous allons faire aujourd'hui, c'est parler de Cuba. Et je sais ce que tu penses en ce moment. Tu te demandes peut-être quel rapport Cuba a avec ta vie, avec ton argent, avec ta liberté financière. Et je te promets que d'ici la fin de cette conversation, tu comprendras pourquoi j'ai choisi cet exemple précis. Parce que Cuba n'est pas seulement un pays. Cuba est un miroir. Cuba est une leçon. Cuba est peut-être l'une des plus grandes démonstrations vivantes de ce qui arrive quand certaines idées sur l'argent, sur la richesse, sur la liberté économique, prennent le dessus sur la réalité humaine. Mais avant d'aller là, laisse-moi te parler de quelque chose qui s'est passé lors d'un de mes séminaires, il y a plusieurs années. J'avais dans la salle un homme d'une cinquantaine d'années. Il s'appelait Michel, et il était assis au fond, les bras croisés, avec ce regard légèrement sceptique que j'ai appris à reconnaître au fil des décennies. Regard qui dit « Convainc-moi ». Il m'a approché pendant la pause et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit « Brian, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. J'ai un emploi stable, une maison modeste, et pourtant j'ai l'impression d'être piégé, comme si quelque chose m'empêchait d'avancer. » Et j'ai répondu « Michel, ce qui te piège n'est pas ta situation. Qui te piège, c'est ce que tu crois être vrai sur l'argent. » Il a plissé les yeux. Il n'était pas convaincu. Mais il est resté. Et à la fin de la journée, quelque chose avait changé dans ses yeux. Pas parce que je lui avais donné une formule magique, mais parce qu'il avait commencé à voir les choses différemment. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Pas des formules magiques, pas des raccourcis, mais une transformation dans la façon dont tu perçois l'argent, la richesse et ta propre capacité à créer une vie extraordinaire. Et Cuba va nous aider à faire ça. Voici pourquoi Cuba est une île magnifique. Des plages paradisiaques, une culture vibrante, des gens chaleureux, une histoire riche et complexe. Mais Cuba est aussi l'un des exemples les plus fascinants et les plus douloureux de ce qui arrive quand une société décide collectivement que la richesse individuelle est un problème, que l'ambition personnelle est suspecte, que l'égalité économique forcée est préférable à la liberté économique réelle. Depuis des décennies, Cuba vit sous un système qui a promis l'égalité. Et dans un sens très particulier, il a tenu cette promesse. Presque tout le monde est effectivement égal à Cuba, égal dans la limitation, égal dans la restriction, égal dans l'impossibilité de construire quelque chose qui t'appartient vraiment. Un médecin cubain gagne environ 30 à 50 dollars par mois. Un ingénieur à peu près pareil, un professeur pareil. Et pendant des décennies, les gens ont survécu, se sont adaptés, ont développé une créativité remarquable pour contourner les restrictions. Mais quelque chose d'essentiel a été étouffé. Quelque chose que je considère comme l'un des droits fondamentaux de l'être humain, le droit de créer de la valeur et d'en récolter les fruits. Ce que Cuba nous enseigne, ce n'est pas que le capitalisme est parfait, n'est pas une leçon politique simpliste. Ce que Cuba nous enseigne, c'est que quand tu supprimes l'incitation à créer, à innover, à construire, les gens s'arrêtent, pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que l'effort sans récompense finit toujours par s'épuiser. Et maintenant, voici la question qui me brûle depuis que j'ai commencé à préparer cette conversation avec toi. Est-ce que tu vises dans ta propre vie, dans ta propre tête, une version personnelle de ce système? Parce que beaucoup de gens le font. Pas parce qu'un gouvernement les y force, mais parce que des croyances profondément ancrées leur font exactement la même chose que ce que le système cubain fait à ses citoyens. Ces croyances limitent leur ambition. Elles rendent des l'argent suspect. Elles font de la richesse quelque chose de honteux ou d'inaccessible. Elles maintiennent les gens dans une forme de pauvreté confortable, stable, prévisible, mais profondément insatisfaisante. Alors commençons par là. Commençons par ce que j'appelle le système de croyance sur l'argent. Tout au long de ma vie, j'ai eu la chance d'interviewer, de coacher et d'observer des milliers de personnes. Des gens qui avaient tout perdu et ont tout reconstruit. Des gens naissent dans la pauvreté qui sont devenus millionnaires. Et des gens naissent dans l'abondance qui ont tout dilapidé. Et après toutes ces années, je suis arrivé à une conclusion qui peut paraître simple mais qui est profondément révolutionnaire. La différence entre quelqu'un qui réussit financièrement et quelqu'un qui lutte toute sa vie n'est presque jamais une question de talent, d'intelligence ou de chance. C'est une question de ce que cette personne croit être vrai sur l'argent. Voici quelques-unes des croyances les plus destructrices que j'ai rencontrées
Et je veux que tu les examines honnêtement pour voir si certaines d'entre elles vivent en toi. Première croyance. L'argent est la racine de tous les maux. Tu as entendu cette phrase des centaines de fois. Elle vient d'une citation biblique mal traduite d'ailleurs. La citation originale dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas la même chose, mais la version déformée s'est propagée dans notre culture, dans nos familles, dans nos religions, dans nos conversations quotidiennes, et elle a fait des dégâts considérables. Que, quelque part dans ton esprit, tu associes l'argent au mal, alors tu vas inconsciemment te saboter chaque fois que tu t'en approches. Tu vas trouver des façons de le dépenser avant qu'il s'accumule. Tu vas éviter les conversations sur l'investissement. Tu vas te sentir coupable quand tu gagnes plus que les gens autour de toi. Tu vas se confondre humilité et pauvreté. J'ai connu un entrepreneur brillant qui avait développé un produit extraordinaire. Chaque fois qu'il était sur le point de signer un gros contrat, quelque chose se passait. Un problème technique, un malentendu, une opportunité manquée. Après plusieurs mois de travail avec lui, j'ai découvert que sa mère lui avait répété pendant toute son enfance que les gens riches étaient des voleurs, que l'argent corrompait les gens. Et lui, inconsciemment, refusait de devenir ce que sa mère lui avait appris à mépriser. L'argent n'est pas bon ou mauvais. L'argent est un outil, comme un marteau. Tu peux construire une maison avec un marteau. Tu peux aussi blesser quelqu'un avec. Ce n'est pas le marteau qui décide, c'est la personne qui le tient. Deuxième croyance, les riches ont eu de la chance ou ont triché. Cette croyance est particulièrement répandue dans les cultures où l'égalitarisme est valorisé. Et elle est dangereuse pour une raison très précise. Elle te retire toute responsabilité. Si les riches ont réussi par chance ou par fraude, alors ton échec à atteindre tes objectifs financiers n'est pas de ta faute. C'est la faute du système. C'est la faute des autres. Et tant que c'est la faute des autres, tu n'as aucun pouvoir de changer quoi que ce soit. Or, les études sur la mobilité sociale, les biographies des personnes qui ont créé des fortunes significatives et mes propres décennies d'observation directe me montrent quelque chose de très différent. La grande majorité des millionnaires dans le monde occidental sont des gens ordinaires qui ont développé des habitudes extraordinaires. Ils ont épargné systématiquement. Ils ont investi intelligemment. Ils ont développé des compétences précieuses. Ils ont persisté face à l'échec. Et ils ont pris des décisions à long terme dans un monde qui récompense la gratification immédiate. Ce n'est pas de la chance, c'est de la discipline. Et la discipline, contrairement à la chance, est quelque chose que tu peux développer. Troisième croyance, je n'ai pas ce qu'il faut pour être riche. Celle-là est peut-être la plus subtile et la plus destructrice de toutes. Parce qu'elle se présente souvent comme de la modestie, comme du réalisme. Je ne suis pas le genre de personne qui devient riche. Ce n'est pas pour moi. Je suis fait pour une vie simple. Et il n'y a rien de mal à vouloir une vie simple. Mais il y a une différence énorme entre choisir la simplicité et se condamner à la limitation parce que tu crois ne pas mériter mieux. J'ai commencé ma vie adulte, sans diplôme, sans argent, sans réseau. J'ai lavé des voitures. J'ai travaillé dans des fermes. J'ai vendu des produits de porte-à-porte. Et à un moment donné, j'ai décidé de changer non pas ma situation, mais ma façon de penser. J'ai commencé à étudier les gens qui réussissaient. J'ai commencé à poser des questions. J'ai commencé à lire. Et progressivement, j'ai compris que la richesse n'était pas réservée à une caste particulière. Elle était accessible à quiconque, était prêt à faire ce que les gens riches font. Maintenant, revenons à Cuba, parce que je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Quand Fidel Castro a pris le pouvoir en 1959, il a fait quelque chose que beaucoup de gens ont applaudi au début. Il a nationalisé les entreprises. Il a redistribué les terres. Il a promis la santé gratuite et l'éducation gratuite pour tous. Et pour certains, au début, c'était une promesse séduisante. L'égalité, la justice, la fin de l'exploitation. Mais voici ce qui s'est passé ensuite. Les entrepreneurs ont fui. Les professionnels qualifiés sont émigrés. Les capitaux ont quitté l'île. Et le pays, qui avait été l'un des plus prospères d'Amérique latine dans les années 1950, a commencé en déclin lent et douloureux. Pas parce que les Cubains étaient moins intelligents que les autres, parce qu'ils travaillaient moins dur, mais parce que le système avait éliminé la récompense de l'effort individuel. Et voici la leçon que je tirais de ça pour toi, pour ta vie, pour tes finances personnelles. Quand tu élimines la récompense de l'effort diminue. C'est une loi aussi fondamentale qu'est la gravité. Elle s'applique aux nations, elle s'applique aux entreprises, et elle s'applique à ta vie personnelle. Si tu travailles dur mais que tu ne te récompenses pas,
que tu ne te permets pas de profiter des fruits de ton travail, que tu dépenses tout ce que tu gagnes sans jamais construire quelque chose de durable. Alors tu es train de créer ton propre système cubain. Tu travailles, mais rien ne s'accumule. Tu produis, mais rien ne reste. Et c'est là que nous arrivons à l'un des principes les plus importants que j'enseigne depuis des décennies, le principe de l'accumulation de capital. L'accumulation de capital est la base de toute richesse durable. N'est pas compliqué. C'est même presque embarrassant de simplicité. Mais c'est précisément ce que la plupart des gens ne font pas. Voici comment ça fonctionne. Chaque fois que tu gagnes de l'argent, une partie de cet argent doit être remise de côté et investie avant que tu dépenses quoi que ce soit d'autre. Pas après avoir payé tes factures, pas ce qui reste à la fin du mois, avant, automatiquement, systématiquement, sans exception. J'appelle ça te payer toi-même en premier. Et je sais que tu as entendu ça avant. Mais je veux aller plus loin, parce que la plupart des explications s'arrêtent à la surface. Elles te disent quoi faire mais pas pourquoi, c'est si difficile. C'est difficile parce que notre cerveau est câblé pour la gratification immédiate. Pendant des millions d'années d'évolution, l'être humain vivait dans un environnement où les ressources étaient rares et imprévisibles. Manger maintenant était plus intelligent que de sauvegarder pour plus tard, parce que plus tard était incertain. Cette programmation est encore là, dans ton cerveau, aujourd'hui. Elle te pousse à dépenser, à consommer, à profiter maintenant. Les riches ne sont pas des gens qui ont réussi à supprimer cette impulsion. Ils ont simplement développé des systèmes qui contournent cette impulsion. Elles s'automatisent leur épargne. Ils créent des structures qui rendent la dépense impulsive plus difficile. Ils se construisent des règles et des habitudes qui remplacent la décision émotionnelle par la décision stratégique. Et maintenant, parlons de Cuba à nouveau, mais sous un angle différent. Quelque chose commence à changer à Cuba. Lentement, prudemment, mais ça change. Depuis quelques années, le gouvernement a commencé à autoriser un nombre limité d'entreprises privées. Les quintapropistas, comme on les appelle, les travailleurs indépendants, peuvent maintenant ouvrir des restaurants, des taxis, des petits commerces. Et ce qui s'est passé est fascinant. Dans un pays où tout le monde était censé être égal, une nouvelle classe de gens a commencé à émerger. Des gens qui travaillaient plus longtemps, qui innovaient, qui offraient un meilleur service, qui réinvestissaient leurs profits, et qui, en quelques années seulement, ont créé une différence de revenus significative par rapport à leurs compatriotes qui restaient dans le système d'État. N'est pas une surprise pour moi. C'est exactement ce que prédit la théorie économique. Et c'est exactement ce que j'observe dans la vie de mes étudiants. Quand tu donnes à une personne la liberté de créer de la valeur et de conserver les fruits de cette valeur, quelque chose s'allume en elle, quelque chose de fondamentalement humain. Le désir de construire, de créer, de laisser une trace. Et c'est là où je veux t'emmener maintenant. Vers cette partie de toi qui veut construire quelque chose. Vers cette ambition que peut-être tu as apprise à étouffer ou à minimiser. Parce que l'ambition n'est pas un défaut de caractère. L'ambition est une vertu. C'est le moteur de tout progrès humain. Les hôpitaux ont été construits par des gens ambitieux. Les médicaments ont été découverts par des gens ambitieux. Les technologies qui facilitent ta vie ont été créées par des gens ambitieux. Et ta propre capacité à subvenir aux besoins de ta famille, à contribuer à ta communauté, à laisser quelque chose à tes enfants, tout ça dépend de ta volonté d'être ambitieux. Alors je veux te demander, honnêtement, pas pour que tu me répondes, mais pour que tu te répondes à toi-même. Est-ce que tu as étouffé ton ambition? Est-ce que tu t'es dit que vouloir plus était égoïste? Est-ce que tu as accepté une vie de médiocrité confortable parce que c'était plus facile que de te battre pour quelque chose de plus grand? Si oui, je ne te juge pas. J'ai fait la même chose pendant une partie de ma vie. Mais je veux que tu saches que tu peux changer ça, et que ça commence par une décision. Parlons maintenant d'un concept que j'appelle la loi de cause à effet appliquée aux finances. La loi de cause à effet est l'une des lois les plus fondamentales de l'univers. Pour chaque effet dans ta vie, il y a une cause spécifique. Pour chaque résultat financier que tu obtiens, il y a des actions spécifiques qui l'ont produit. Et si tu veux changer les résultats, tu dois changer les actions. Ça paraît évident. Mais voici où ça devient intéressant. La plupart des gens, quand ils sont insatisfaits de leurs résultats financiers, cherchent à changer les circonstances extérieures. Ils cherchent un meilleur emploi, une meilleure opportunité, un meilleur marché, un meilleur moment. Mais les circonstances extérieures sont des effets, pas des causes. La vraie cause est toujours intérieure. C'est tes pensées, tes croyances, tes habitudes, tes décisions. Voici un exemple concret que j'utilise souvent dans mes séminaires. Deux personnes commencent leur carrière au même moment,
avec le même salaire, dans la même ville. Au bout de 20 ans, l'une est financièrement indépendante. L'autre lutte encore pour joindre les deux bouts. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce n'est pas la chance. Parce que les deux ont eu des opportunités, n'est pas l'intelligence. Parce que les deux étaient capables. C'est une série de petites décisions, répétées jour après jour, pendant 20 ans, qui ont créé un fossé énorme. À la première personne a épargné 10% de chaque chèque de paie, automatiquement depuis le premier jour. Elle a investi cet argent dans des fonds diversifiés et l'a laissé travailler. Elle a évité les dettes de consommation. Elle a continuellement développé ses compétences pour augmenter sa valeur sur le marché. Elle a maintenu un état d'esprit de croissance, cherchant toujours à apprendre, à s'améliorer, à créer plus de valeur. La deuxième personne a fait l'inverse. Elle a dépensé tout ce qu'elle gagnait, parfois plus grâce aux cartes de crédit. Elle a acheté des choses pour impressionner les autres. Elle a évité d'investir parce que ça lui semblait compliqué ou risqué. Elle a maintenu un état d'esprit fixe, faisant le minimum requis dans son travail, attendant que les circonstances changent. 20 ans plus tard, la première est libre, la deuxième est piégée. Et voici ce qui est crucial à comprendre. À aucun moment dans ces 20 ans, la différence entre les deux n'était dramatique. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, les choix semblaient presque insignifiants. Un café de plus ou moins, une dépense impulsive ou non, une heure de lecture ou une heure de télévision, une conversation avec un mentor ou une soirée à se plaindre. C'est ce que j'appelle le principe de la marge. Les petites marges, maintenues dans le temps, créent des résultats extraordinaires ou des désastres extraordinaires selon la direction dans laquelle elles pointent. Et Cuba, encore une fois, illustre parfaitement ce principe à l'échelle d'une nation. Pendant des décennies, Cuba a fait des choix qui semblaient peut-être raisonnables à court terme. Maintenir la stabilité, éviter les inégalités criantes, garantir les besoins de base. Mais ces choix maintenus pendant des décennies ont créé un fossé économique énorme entre Cuba et ses voisins qui avaient pris des directions différentes. Aujourd'hui, une Cubain moyen gagne moins en un mois que ce que son homologue mexicain ou colombien gagne en quelques jours. Ce n'est pas une question de valeur humaine, c'est une question de système et de décisions accumulées sur le temps. Maintenant, je veux parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la relation entre la liberté et la responsabilité. J'ai observé quelque chose d'intéressant chez les personnes qui luttent financièrement. Très souvent, elles veulent la liberté financière, mais elles résistent à la responsabilité financière. Or, ces deux choses sont inséparables. Tu ne peux pas avoir l'une sans l'autre. La liberté financière n'est pas un état dans lequel tu arrives un jour et où tu n'as plus à te soucier de rien. La liberté financière est un état dans lequel tu as pris suffisamment de responsabilités financières pendant suffisamment longtemps pour que tes actifs travaillent pour toi plutôt que tu travailles pour eux. Et prendre la responsabilité de ta situation financière est l'une des choses les plus difficiles et les plus libératrices que tu puisses faire. Difficile parce que ça signifie arrêter de blâmer les autres, les gouvernements, l'économie, ton employeur, ta famille, les riches, le système. Tous ces facteurs existent bien sûr, et certains d'entre eux créent de vraies difficultés. Mais tant que tu donnes à ces facteurs le pouvoir d'expliquer ta situation, tu leur donnes aussi le pouvoir de la contrôler. Et tu te retrouves dans la position d'une victime, libératrice, parce que dès que tu acceptes que tu es responsable de ta situation, tu acceptes aussi que tu as le pouvoir de la changer. Et ce pouvoir est immense. J'ai travaillé avec des gens qui avaient traversé des situations objectivement difficiles. Des faillites, des divorces, des maladies, des crises économiques. J'ai vu certains d'entre eux utiliser ces expériences comme des tremplins, tandis que d'autres les utilisaient comme des excuses permanentes. La différence, invariablement, était dans la façon dont ils répondaient à la question. Qui est responsable de ma vie? Ceux qui répondaient « moi » avançaient. Ceux qui répondaient « moi » avançaient. Ceux qui répondaient « les circonstances » restaient bloqués. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que j'appelle les 3 niveaux de richesse. Parce que beaucoup de gens ont une image floue de ce qu'ils veulent réellement. Et cette floue est l'une des principales raisons pour lesquelles ils n'atteignent jamais leurs objectifs financiers. Le premier niveau de richesse, c'est la sécurité financière. C'est le niveau où tu as suffisamment d'argent pour couvrir tes dépenses essentielles pendant 6 à 12 mois sans travailler. Un fonds d'urgence. Une base. Niveau est accessible pour pratiquement tout le monde qui a un revenu régulier et qui est prêt à faire les ajustements nécessaires. Le deuxième niveau, c'est l'indépendance financière. C'est le niveau où tes revenus passifs, c'est-à-dire les revenus qui arrivent sans que tu travailles activement,
couvre l'ensemble de tes dépenses. À ce niveau, travailler devient un choix, pas une nécessité. Niveau est plus difficile à atteindre, mais il est accessible à beaucoup plus de gens qu'on ne le croit si on commence tôt et qu'on est discipliné. Le troisième niveau, c'est l'abondance financière. C'est le niveau où tu as bien plus que ce dont tu as besoin, où tu peux donner généreusement, investir dans les projets qui te tiennent à cœur et laisser un héritage significatif. Niveau est atteignable pour un nombre plus restreint de personnes, mais il n'est pas réservé à une élite. Il est le résultat naturel d'une vie consacrée à créer de la valeur et à gérer intelligemment cette valeur. La question que je veux que tu te poses, c'est la suivante. À quel niveau es-tu aujourd'hui et à quel niveau veux-tu être dans 10 ans? Parce que sans une réponse claire à ces deux questions, tu navigues sans destination. Et comme je dis souvent, un bateau sans destination finit toujours par s'échouer quelque part qu'il n'avait pas choisi. Maintenant, parlons de quelque chose de très pratique. Parlons des habitudes financières spécifiques qui font la différence. La première habitude, et je l'ai déjà mentionné, c'est de te payer en premier. Épargne automatiquement 10% de chaque revenu que tu reçois avant toute autre dépense. Si 10% te semblait impossible, commence par 1%, puis augmente progressivement. Important n'est pas le montant initial. L'important est l'habitude. La deuxième habitude, c'est de vivre en dessous de tes moyens. Pas très en dessous. Juste un peu. Assez pour créer un espace entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Cet espace est l'espace dans lequel la richesse s'est construite. J'ai rencontré des gens qui gagnaient 200 000 euros par an et qui étaient fauchés. Et des gens qui gagnaient 40 000 euros par an et qui construisaient lentement mais sûrement une fortune significative. La différence n'était pas dans le revenu, elle était dans la gestion de ce revenu. La troisième habitude, c'est d'investir régulièrement et intelligemment. Et ici, je veux être clair sur ce que j'entends par intelligemment, parce que ce mot est souvent mal compris. Investir intelligemment ne signifie pas trouver le meilleur stock, le meilleur timing, la meilleure opportunité. Ça, c'est de la spéculation, pas de l'investissement. Investir intelligemment, dans la plupart des cas, signifie diversifier, maintenir une perspective à long terme et éviter les décisions émotionnelles. Les études montrent que l'investisseur moyen obtient des rendements significativement inférieurs au rendement du marché, non pas parce que le marché est contre lui, mais parce qu'il achète contre lui, mais parce qu'il achète quand il est enthousiaste, c'est-à-dire quand les prix sont hauts, et vend quand il a peur, c'est-à-dire quand les prix sont bas. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Warren Buffett, que je cite souvent non pas pour son génie particulier, mais pour la sagesse de ses principes de base, a dit quelque chose de magnifique. Sois craintif quand les autres sont avides, et avide quand les sont craintifs. C'est une façon poétique de dire « Ne laisse pas tes émotions guider tes décisions d'investissement ». La quatrième habitude, c'est de continuer à développer tes compétences et ta valeur sur le marché. Ton revenu est toujours une réflexion de la valeur que tu crées pour les autres. Si tu veux gagner plus, tu dois créer plus de valeur. Et pour créer plus de valeur, tu dois continuellement apprendre, t'améliorer et développer des compétences que les autres sont prêts à payer. J'ai une règle personnelle que j'applique depuis des décennies. Consacrer au moins 1 heure par jour à l'apprentissage dans mon domaine. 1 heure par jour, c'est environ 250 heures par an. En 5 ans, c'est 1250 heures d'apprentissage supplémentaires par rapport à quelqu'un qui ne fait pas ça. Dans 10 ans, c'est 2500 heures. Cette différence est énorme. La cinquième habitude, c'est de soigner tes relations. Je sais que ça peut sembler éloigné du sujet financier, mais laisse-moi t'expliquer. Ton réseau est l'un de tes actifs les plus précieux. Les opportunités d'affaires, les informations privilégiées, les partenariats, les recommandations, tout ça circule à travers les relations humaines. Les gens qui sont bien entourés ont accès à des opportunités que les autres ne voient même pas. Et il ne s'agit pas de manipuler les gens ou de les utiliser. Et il s'agit de créer des relations authentiques basées sur la valeur mutuelle. Les meilleures relations d'affaires sont celles où les deux parties bénéficient de la relation. Cherche toujours à donner avant de recevoir. Cherche à être utile. Cherche à connecter les gens entre eux. Et tu découvriras que ce que tu donnes revient toujours, souvent multiplié. Maintenant, je veux revenir à Cuba, mais cette fois pour parler de ce qui pourrait arriver, parce que c'est là où ça devient vraiment intéressant. Cuba est un carrefour. Régime vieillissant, les pressions économiques croissantes, la diaspora cubaine qui envoie des remises et qui maintient des liens avec l'île, les réformes timides mais réelles qui ont commencé à permettre plus, activité économique privée.
Ça crée une tension fascinante. Et voici ce que j'observe. Chaque fois qu'un espace de liberté économique s'ouvre à Cuba, même petit, même limité, les Cubains s'y engouffrent avec une énergie remarquable. Parce que l'esprit entrepreneurial n'a pas été détruit par 60 ans de socialisme. Il a été mis en veille. Il attendait. J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs entrepreneurs cubains qui avaient réussi à développer de petites entreprises dans le cadre des nouvelles réformes. Et ce qui me frappait, c'était leur créativité, leur résilience, leur capacité à trouver des solutions avec très peu de ressources. Ces gens avaient développé, dans l'adversité, des qualités entrepreneuriales extraordinaires. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai observé chez de nombreux immigrants qui arrivent dans des pays occidentaux avec rien. Souvent, ces gens réussissent de façon remarquable, non pas malgré leur manque de ressources initiales, mais en partie à cause de lui. Parce que quand tu n'as pas des filets de sécurité, tu développes des muscles. Ceux qui ont toujours eu confort et sécurité n'ont jamais eu besoin de développer. Ce n'est pas une glorification de la pauvreté. La pauvreté est une souffrance réelle et je ne la romantise pas. Mais il y a quelque chose à apprendre de ces histoires sur la résilience humaine et sur notre capacité à nous adapter et à créer même dans les conditions les plus difficiles. Et ce que ça me dit sur toi, c'est ceci. Quelles que soient tes circonstances actuelles, tu as probablement plus de ressources, plus d'opportunités et plus de liberté que tu ne le réalises. La question est de savoir si tu vas les utiliser. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle le paradoxe de la richesse. Voici le paradoxe. Les gens qui sont les plus focalisés sur la richesse elle-même, sur l'argent comme fin en soi, sont souvent ceux qui ont le plus de mal à l'atteindre. Et les gens qui sont focalisés sur la création de valeur, sur la résolution de problèmes, sur le service aux autres, sont souvent ceux qui accumulent le plus de richesse. Pourquoi? Parce que l'argent est une conséquence, c'est le résultat de la création de valeur. Et quand tu te concentres sur la cause, l'effet suit naturellement. J'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs au fil des années, et les plus riches d'entre eux ne parlaient presque jamais d'argent dans nos conversations. Ils parlaient de problèmes qu'ils voulaient résoudre, de clients qu'ils voulaient servir, de produits qu'ils voulaient améliorer, des différences qu'ils voulaient faire dans leur industrie. L'argent était un sous-produit de cette obsession pour la création de valeur. À l'inverse, les gens qui venaient me voir en disant « Je veux devenir riche, comment faire ?» avaient souvent le plus de mal, parce que leur question était mal posée. La bonne question n'est pas comment devenir riche. La bonne question est comment puis-je créer suffisamment de valeur pour les autres pour que ma richesse soit une conséquence naturelle. Et ça nous ramène à Cuba une dernière fois pour ce point particulier. L'une des grandes erreurs du système cubain a été de traiter la richesse comme une fin en soi à redistribuer, plutôt que comme une conséquence de la création de valeur. Et redistribuant la richesse existante sans créer les conditions pour en créer de nouvelles, le système a progressivement épuisé le capital disponible. C'est comme si tu avais un pommier et qu'au lieu de laisser les pommes mûrir et les pépins se replanter, tu coupais toutes les branches pour les distribuer équitablement. À court terme, tout le monde a du bois. À long terme, personne n'a plus de pommes. La richesse n'est pas un gâteau fixe à partager. C'est quelque chose qui s'est créé. Et la création de richesse dépend de la liberté, de l'incitation et de la possibilité pour les individus de récolter les fruits de leur travail et de leur créativité. Maintenant, je veux te parler d'un concept qui va peut-être te surprendre. Je veux te parler du rôle de la générosité dans la création de richesse. Il y a un paradoxe apparent ici. Et si tu donnes de l'argent, tu en as moins. Donc comment la générosité peut-elle contribuer à la richesse? Voici ce que j'ai observé sur des décennies. Les gens les plus riches que je connais sont aussi, presque sans exception, les plus généreux. Je ne parle pas de générosité ostentatoire, du genre je donne pour que tout le monde me voie donner. Je parle de générosité authentique, motivée par une abondance intérieure. Je crois que cette corrélation n'est pas une coïncidence. Elle reflète quelque chose de profond sur la mentalité. Quand tu es généreux, tu envoies un signal à ton cerveau. J'ai suffisamment et peux donner. Et ce signal renforce une mentalité d'abondance qui, à son tour, influence tes décisions, tes actions et tes résultats. À l'inverse, quand tu es avare et quand tu retiens, quand tu t'accroches à chaque centime par peur du manque, tu envoies le signal opposé « je n'ai pas assez et dois tout garder ». Et cette mentalité de pénurie crée souvent les résultats qu'elle redoute. Il y a aussi un effet pratique. Les gens généreux attirent d'autres gens généreux. Les opportunités circulent vers ceux qui sont connus pour leur générosité. Les partenariats se forment plus facilement. La confiance s'établit plus rapidement. Et la confiance, comme tu le sais peut-être, est la monnaie la plus précieuse dans le monde des affaires. Je ne te dis pas de donner tout ce que tu as.
Elles te disent de développer une habitude de générosité proportionnelle à tes moyens et de laisser cette générosité grandir avec tes moyens. Parlons maintenant de la gestion du temps, parce que le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. J'ai une conviction profonde, la façon dont tu gères ton temps est une réflexion directe de la façon dont tu gères ta vie. Et la façon dont tu gères ta vie détermine tes résultats financiers. Voici quelque chose que j'observe souvent. Les gens qui luttent financièrement ont tendance à avoir une relation très passive avec leur temps. Ils réagissent aux événements plutôt que de les planifier. Elles laissent les urgences des autres définir leur agenda. Elles passent leurs heures, les plus productives sur des activités à faible valeur, et réservent les tâches importantes pour plus tard, ce plus tard qui n'arrive jamais. Les gens financièrement réussis ont une relation très différente avec leur temps. Ils planifient leur semaine à l'avance. Ils identifient les 2 ou 3 tâches qui auront le plus grand impact sur leurs objectifs et ils les font un premier, quand leur énergie est au maximum. Elles protègent leur temps comme ils protégeraient leur argent, en sachant que chaque heure mal utilisée est une heure de création de valeur perdue. J'ai développé une règle que j'appelle la règle des 4 D. Do it, delegate it, delay it or delete it. En français, fais-le, délègue-le, reporte-le ou supprime-le. Chaque tâche qui arrive dans ta vie appartient à l'une de ces 4 catégories. Et la plupart des gens passent trop de temps dans les catégories 2, 3 et 4 sur des choses qui ne méritent pas leur attention et pas assez de temps dans la catégorie 1 sur les choses qui comptent vraiment. Voici une question puissante que je te suggère de te poser chaque matin. Quelle est la chose la plus précieuse que je pourrais faire aujourd'hui pour avancer vers mes objectifs financiers à long terme? Et ensuite, fais cette chose en premier, avant les emails, avant les réseaux sociaux, avant les réunions non essentielles, avant tout le reste. Cette simple habitude, pratiquée consistamment, peut transformer ta productivité et par conséquent tes résultats financiers de façon spectaculaire. Maintenant, je veux aborder un sujet qui est souvent tabou dans les conversations sur la réussite financière, l'échec. Parce que si tu veux construire quelque chose de significatif, tu vas échouer. C'est inévitable. La question n'est pas de savoir si tu vas s'échouer, mais comment tu vas répondre à l'échec. J'ai échoué. Plusieurs fois, j'ai lancé des entreprises qui n'ont pas fonctionné. J'ai fait des investissements qui ont mal tourné. J'ai pris des décisions que je regrette encore aujourd'hui. Et chaque fois, j'avais le choix de voir l'échec comme une preuve que je n'étais pas fait pour réussir ou comme une leçon qui me rendrait plus fort et plus sage. J'ai toujours choisi la deuxième option, pas parce que c'était facile, mais parce que je savais que l'alternative était de m'arrêter. Et m'arrêter n'était pas une option. Il y a quelque chose que j'ai appris sur l'échec qui m'a profondément marqué. Les gens qui réussissent le plus, dans presque tous les domaines, sont aussi ceux qui ont échoué le plus souvent. Pas en proportion, mais en termes absolus. Parce qu'ils ont essayé plus de choses, et ils ont pris plus de risques calculés. Ils ont été prêts à se tromper pour avoir la chance d'avoir raison. Thomas Edison a essayé des milliers de fois avant de trouver le bon filament pour l'ampoule électrique. Quand on lui a demandé comment il se sentait après tous ses échecs, il a répondu qu'il n'avait pas échoué. Il avait simplement trouvé des milliers de façons qui ne fonctionnaient pas. Et chaque façon qui ne fonctionnait pas le rapprochait de celle qui fonctionnerait. C'est la mentalité que je veux que tu adoptes face à tes propres tentatives et erreurs. Chaque échec est une donnée, une information, un pas de plus vers la réussite, si tu choisis de l'interpréter ainsi. Et Cuba, encore une fois, nous offre une leçon ici. Le système cubain était, entre autres choses, un système qui punissait l'échec entrepreneurial. Si tu essayais quelque chose et que ça ne marchait pas, tu n'avais pas seulement perdu de l'argent, tu avais potentiellement attiré l'attention des autorités. Tu avais pris un risque social et politique, pas seulement économique. Quand le coût de l'échec est trop élevé, les gens arrêtent d'essayer. Et quand les gens arrêtent d'essayer, l'innovation s'arrête, les progrès s'arrêtent. La création de richesses s'arrête. Dans ta vie, le coût de l'échec est généralement bien plus faible que tu ne le penses. La plupart des échecs sont récupérables. La plupart des erreurs peuvent être corrigées. Et la plupart des risques que tu évites par peur sont des risques qui, si tu les avais pris, t'auraient peut-être rapproché de tes objectifs. Ne te dis pas d'être imprudent. Je te dis d'évaluer honnêtement le vrai coût de l'inaction par rapport au coût de l'action imparfaite. Très souvent, ne rien faire est bien plus coûteux à long terme que d'essayer et d'échouer. Parlons maintenant d'un concept que j'appelle l'effet de levier, parce que c'est l'un des secrets les mieux gardés de la création de richesse. L'effet de levier, c'est la capacité à multiplier tes résultats sans multiplier proportionnellement ton effort. Il existe plusieurs formes d'effet de levier. Le premier, c'est l'effet de levier financier.
Utiliser l'argent des autres pour créer de la richesse. C'est ce que font les investisseurs immobiliers qui achètent des propriétés avec un emprunt et les louent. C'est ce que font les entrepreneurs qui lèvent des capitaux pour développer leurs entreprises. Utiliser, intelligemment, l'effet de levier financier peut accélérer considérablement la création de richesses. Utiliser imprudemment, il peut tout détruire. La clé est de s'assurer que le rendement de l'investissement est supérieur au coût de l'emprunt. Le deuxième, c'est l'effet de levier du temps. Déléguer des tâches à d'autres pour libérer ton temps pour des activités à plus haute valeur. Un entrepreneur qui passe son temps à répondre aux emails et à gérer les petits détails opérationnels n'utilise pas son temps de façon optimale. En déléguant ces tâches, il libère du temps pour la stratégie, l'innovation et la création de valeur à grande échelle. Le troisième, c'est l'effet de levier des systèmes. Créer des processus et des systèmes qui fonctionnent sans ta présence constante. Un livre que tu écris une fois et qui se vend des milliers de fois. Un cours en ligne que tu crées une fois et qui enseigne des milliers de personnes. Une entreprise qui a des processus suffisamment solides pour fonctionner sans que tu sois là chaque jour. Les quatrièmes, c'est l'effet de levier des réseaux. Utiliser les connexions et les relations pour multiplier tes opportunités. Une recommandation d'une personne de confiance vaut infiniment plus qu'une publicité impersonnelle. Un partenariat stratégique peut ouvrir des marchés qu'il t'aurait fallu des années à développer seul. Les riches comprennent instinctivement ces formes d'effets de levier et les utilisent constamment. Les gens qui luttent financièrement vendent souvent leur temps de façon linéaire. 1 heure de travail, une unité de revenu. Et il y a une limite physique à combien d'heures tu peux vendre. La transition de la vente de ton temps à la création de systèmes qui génèrent de la valeur indépendamment de ton temps est l'une des transitions les plus importantes que tu puisses faire dans ta vie financière. Voici quelque chose que j'observe souvent chez mes étudiants les plus avancés. Au début, ils pensent que la clé de la richesse est de travailler plus dur. Puis ils comprennent que c'est de travailler plus intelligemment. Finalement, ils comprennent que c'est de construire des systèmes qui travaillent pour eux, même quand ils ne travaillent pas. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse économique. Maintenant, je veux te parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur, la définition du succès. Parce que dans toutes ces discussions sur l'argent, la richesse et la réussite financière, il est facile de perdre de vue quelque chose d'essentiel. L'argent n'est pas le but. L'argent est un outil qui te permet d'atteindre tes vrais buts. Tes vrais buts, ce sont les expériences que tu veux vivre, les relations que tu veux nourrir, les contributions que tu veux faire, la personne que tu veux devenir. J'ai rencontré des gens très riches qui étaient profondément malheureux, et des gens avec des revenus modestes qui vivaient des vies d'une richesse humaine extraordinaire. L'argent amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, l'argent te permet d'être encore plus généreux. Si tu es avare et anxieux, l'argent amplifie ton avarice et ton anxiété. C'est pourquoi je dis toujours que le travail sur la mentalité est aussi important, sinon plus important, que le travail sur les stratégies financières. Parce que si tu arrives à la richesse avec une mentalité de pénurie, de peur ou d'insécurité, tu ne trouveras pas ce que tu cherchais. La vraie richesse est une combinaison de plusieurs éléments. La santé, parce que sans elle, rien d'autre ne compte vraiment. Les relations, parce que nous sommes des êtres fondamentalement sociaux et que la qualité de nos relations détermine en grande partie la qualité de notre vie. Les sens, parce que faire quelque chose qui compte, qui contribue, qui laisse le monde un peu meilleur, est une source de satisfaction profonde que l'argent seul ne peut pas remplacer. Et la liberté de choisir comment tu passes ton temps, avec qui et pourquoi. L'argent contribue à tout ça. Il réduit le stress lié aux préoccupations matérielles. Il ouvre des opportunités et il te donne des options. Mais il ne crée pas automatiquement la santé, les relations profondes, le sens ou la liberté intérieure. Ces choses demandent un travail différent. Alors, dans ta quête de réussite financière, n'oublie jamais de te demander « Pourquoi ? Pourquoi veux-tu plus d'argent ? Qu'est-ce que ça te permettrait de faire, d'être ou d'avoir ? Est-ce que ces choses sont vraiment ce qui te rendrait plus heureux et plus épanoui ? Ces questions ne sont pas là pour te décourager. Elles sont là pour t'assurer que tu cours dans la bonne direction. Maintenant, je veux te parler d'un concept que j'ai développé au fil des années et que j'appelle la loi de l'attraction accélérée. Pas dans le sens mystique ou magique que certains lui donnent, dans un sens très pratique et psychologique. Voici comment ça fonctionne. Ton cerveau a une structure appelée la formation réticulaire activatrice. C'est une sorte de filtre qui décide ce que tu remarques dans ton environnement et ce que tu ignores. Parce que ton cerveau reçoit des millions d'informations par seconde et ne peut en traiter qu'une infime partie consciemment, il doit faire des choix.
Et ces choix sont influencés par ce que tu considères comme important. Quand tu te fixes un objectif clair et que tu y penses régulièrement, ta formation réticulaire activatrice commence à filtrer l'environnement pour trouver des informations, des opportunités et des ressources en lien avec cet objectif. Des choses qui étaient là avant mais que tu ne remarquais pas. C'est pour ça que quand tu achètes une voiture d'un modèle particulier, tu commences soudainement à voir ce modèle partout. Les voitures étaient là avant, mais maintenant ton cerveau les filtre comme pertinentes. La même chose se passe avec tes objectifs financiers. Quand tu as un objectif clair, quand tu y penses régulièrement, quand tu le visualises avec détail et émotion, ton cerveau commence à percevoir des opportunités que tu aurais autrement manquées, des connexions que tu n'aurais pas faites, des idées qui ne te seraient pas venues. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie appliquée à la réussite. Et voici la pratique concrète que je recommande. Chaque matin, prends 5 minutes pour écrire tes objectifs financiers à long terme, comme si tu les avais déjà atteints. Écris-les au présent, avec gratitude. Je suis reconnaissant d'avoir atteint l'indépendance financière. Je gère mes finances avec sagesse et discipline. Et chaque soir, avant de dormir, relis ces objectifs. Cette pratique simple, maintenue sur le temps, reprogramme progressivement ton subconscient pour chercher et saisir les opportunités alignées avec tes objectifs. Maintenant, revenons à Cuba pour la dernière grande leçon que je veux tirer de cet exemple. Voici ce qui pourrait arriver à Cuba dans les prochaines décennies et pourquoi ça nous concerne tous. Cuba est à un moment charnière de son histoire. Les pressions économiques sont immenses. La jeune génération, connectée au monde via Internet et aux réseaux sociaux, voit ce qui existe ailleurs et aspire à quelque chose de différent. À la diaspora cubaine, qui a réussi dans de nombreux pays du monde, représente un modèle alternatif puissant. Si Cuba continue sur la voie d'une ouverture économique graduelle, si elle permet à ses citoyens de créer des entreprises, d'investir, d'accéder à des marchés internationaux, le potentiel est extraordinaire. Les Cubains ont une éducation solide, une créativité remarquable forgée par des décennies de débrouillardise et un esprit entrepreneurial qui n'attend que d'être libéré. Mais si le système résiste au changement, si les réformes restent superficielles et contrôlées, si la peur de perdre le pouvoir l'emporte sur le bien-être des citoyens, alors Cuba continuera à perdre ses meilleurs. C'est saboter talent à l'immigration et à stagner économiquement. Et voici la leçon pour toi. Tu es à ton propre carrefour. Chaque jour, tu fais des choix qui déterminent si tu vas t'ouvrir au changement, à la croissance, à la prise de risques calculés, ou si tu vas rester dans le confort de ce que tu connais déjà. Le système cubain, dans sa version la plus restrictive, a fait quelque chose de très humain en réalité. Il a choisi la sécurité de la stabilité plutôt que le risque de la croissance. Et nous faisons tous ça à notre façon. Nous restons dans des emplois qui ne nous satisfont pas parce que c'est sûr. Nous n'investissons pas parce que nous avons peur de perdre. Nous ne lançons pas nos projets parce que nous avons peur d'échouer. Mais la vraie sécurité ne vient pas de l'évitement du risque. Elle vient de la confiance en ta capacité à gérer les conséquences de tes décisions, quelles qu'elles soient. Elle vient du développement de compétences, d'habitudes et d'une mentalité qui te permettent de t'adapter, de rebondir et de créer de la valeur dans presque n'importe quelle circonstance. C'est ça, la vraie sécurité financière. Pas un chiffre sur un compte bancaire, mais une confiance profonde en ta capacité à générer de la valeur et à gérer intelligemment cette valeur. Voici quelque chose que j'ai dit à des milliers de personnes au fil des années et que je vais te dire aujourd'hui, le monde te payera exactement ce que tu vaux sur le marché. Pas ce que tu mérites en tant qu'être humain, parce que ta valeur en tant qu'être humain est infinie et ne peut pas être mesurée en argent. Mais ce que tu vaux sur le marché, c'est-à-dire la valeur que tu crées pour les autres, est directement reflétée dans tes revenus. Si tu veux gagner plus, crée plus de valeur. Si tu veux créer plus de valeur, développe plus de compétences. Si tu veux développer plus de compétences, investis dans ton éducation et ta croissance personnelle. C'est un cercle vertueux, et tu peux l'initier à n'importe quel moment, quel que soit ton point de départ. Maintenant, je veux te parler d'une chose très spécifique que j'appelle la décision de la richesse. À un moment donné dans ma vie, j'ai pris une décision, pas une résolution du nouvel an, pas un vague souhait. Une décision ferme, définitive, irrévocable. J'ai décidé que j'allais devenir financièrement indépendant. Et j'ai décidé que rien, aucune circonstance, aucun obstacle, aucun échec ne m'en empêcherait. Cette décision a tout changé, pas immédiatement, pas de façon magique, mais elle a changé la façon dont je percevais chaque situation. Chaque obstacle était devenu un problème à résoudre, pas une raison d'abandonner.
Chaque revers était devenu une leçon, pas une preuve de mon incapacité. Chaque opportunité était devenue quelque chose à saisir, pas à laisser passer par peur. Et j'ai observé ce même phénomène chez des centaines de mes étudiants. Le moment où ils prenaient une vraie décision, pas juste un souhait, mais une décision engagée et ferme, était souvent le moment où les choses commençaient à changer. Parce qu'une vraie décision change ton comportement. Et ton comportement, maintenu dans le temps, change tes résultats. Alors je veux te poser cette question, et je veux que tu la prennes au sérieux. As-tu pris la décision, la vraie décision? Pas j'aimerais bien avoir plus d'argent un jour. Mais j'ai décidé de devenir financièrement indépendant, et je ferai ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour y arriver. Si tu n'as pas encore pris cette décision, peut-être que c'est le moment. Parlons maintenant de quelque chose qui est souvent négligé dans les discussions sur la richesse, la santé financière émotionnelle. Beaucoup de gens ont une relation émotionnellement chargée avec l'argent. L'argent déclenche de la peur, de la honte, de la culpabilité, de l'envie, de l'anxiété. Et ces émotions, non examinées et non gérées, sabotent systématiquement les efforts de construction de richesse. J'ai travaillé avec une femme, appelons-la Sophie, qui était une professionnelle très compétente avec un excellent revenu. Mais chaque fois qu'elle commençait à accumuler de l'épargne, quelque chose s'est passé. Une dépense imprévue, un cadeau généreux à sa famille, un investissement impulsif qui tournait mal. Et elle s'est retrouvée régulièrement de retour à zéro. En travaillant avec elle, nous avons découvert que son père avait grandi dans une famille très pauvre et qu'il avait développé une relation profondément anxieuse avec l'argent. Elle lui avait transmis, sans le vouloir, une croyance inconsciente que l'argent était dangereux à accumuler, que l'avoir signifiait qu'on allait le perdre, qu'il mieux valait s'en débarrasser soi-même avant que la vie s'en charge. Une fois qu'elle a pris conscience de cette croyance et a commencé à la travailler, ses comportements financiers ont commencé à changer. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, avec de la patience et de la persévérance. Je te raconte cette histoire parce que je veux que tu examines ta propre relation émotionnelle avec l'argent. Quelles émotions l'argent déclenche-t-il en toi? De la peur? De la honte? De l'excitation? De la sécurité? Ces émotions sont des données précieuses sur tes croyances profondes. Elles méritent d'être examinées honnêtement. Un bon exercice est d'écrire les messages que tu as reçus sur l'argent dans ton enfance. Ce que tes parents disaient, ce que tu observais dans leur comportement financier, que tu as appris à l'école ou à l'église ou dans ta communauté. Et d'examiner lesquels de ces messages te servent encore et lesquels te limitent. Parce que tu n'es pas obligé de perpétuer les croyances financières de tes parents ou de ta culture. Tu peux choisir de nouvelles croyances, des croyances qui te servent mieux, des croyances qui t'aident à construire la vie que tu veux. Voici quelques croyances que je t'invite à adopter, si elles ne sont pas déjà les tiennes. L'argent est bon. L'argent me permet de prendre soin de ma famille, de contribuer à ma communauté et de vivre une vie pleine et riche. Je mérite la prospérité. Ma valeur en tant qu'être humain n'est pas définie par mon compte bancaire, mais je mérite de récolter les fruits de mon travail et de ma contribution. La richesse est accessible. Elle n'est pas réservée à une classe particulière ou à des gens avec des avantages particuliers. Elle est le résultat de décisions et d'habitudes que je peux développer. Je suis responsable de ma situation financière. Pas les circonstances, pas les autres, pas le système. Moi, et parce que c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui ai le pouvoir de changer les choses. Ces croyances ne sont pas des affirmations magiques. Elles sont des perspectives qui, si tu les adoptes vraiment et que tu agis en conséquence, peuvent transformer tes résultats financiers sur le long terme. Maintenant, je veux te donner quelque chose de très concret. Un plan d'action en 7 étapes que tu peux commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Première étape. Fais le point sur ta situation financière actuelle. Sais-tu exactement combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien tu as d'épargne, combien tu dois? Si tu ne connais pas ces chiffres, commence par là. Tu ne peux pas naviguer sans savoir où tu es. Deuxième étape. Définis tes objectifs financiers à court, moyen et long terme. Sois spécifique. Pas je veux être riche. Mais je veux avoir 6 mois de dépenser une épargne d'urgence d'ici 12 mois. Veux être financièrement indépendant d'ici 15 ans. Je veux laisser un héritage significatif à mes enfants. Troisième étape, crée un budget qui reflète tes priorités. Assure-toi que l'épargne et l'investissement sont des lignes budgétaires non négociables, payées avant toute autre dépense. Quatrième étape,
Élimine ou réduis les dettes de consommation. Les dettes à taux élevés, comme les dettes de carte de crédit, sont des ennemis de la construction de richesse. Chaque euro que tu payes en intérêt est un euro qui ne travaille pas pour toi. 5e étape, commence à investir, même modestement. Si tu ne sais pas par où commencer, informe-toi. Lise des livres sur l'investissement. Consulte un conseiller financier indépendant. L'important est de commencer. Le temps est l'allié le plus puissant de l'investisseur, et chaque année que tu attends est une année de croissance composée perdue. 6e étape. Investisse continuellement dans ton développement personnel et professionnel. Lis, écoute, apprendre. Assiste à des séminaires. Trouve des mentors. Développe des compétences qui augmentent ta valeur sur le marché. 7e étape. Revois et ajuste régulièrement. Chaque mois, chaque trimestre. Fais le point sur tes progrès. Célèbre les victoires, même petites. Identifie ce qui ne fonctionne pas et ajuste. La flexibilité dans la méthode, combinée à la fermeté dans l'objectif, est la clé du succès à long terme. Ce plan n'est pas révolutionnaire, il n'est pas spectaculaire, mais il fonctionne. Et il fonctionne précisément parce qu'il est basé sur des principes fondamentaux et durables, plutôt que sur des raccourcis et des formules magiques. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui est peut-être la leçon la plus profonde de toute cette conversation. Pendant toute cette heure, nous avons parlé de Cuba comme d'un exemple de ce qui arrive quand certaines idées sur l'argent et la richesse prennent le dessus sur la réalité humaine. Nous avons parlé de croyances limitantes, d'habitudes, de mentalité, de stratégie. Mais au fond de tout ça, il y a quelque chose de plus fondamental. Il y a la question de la liberté. La liberté économique est l'une des formes les plus concrètes et les plus importantes de la liberté humaine. Quand tu es financièrement dépendant, tu es dépendant. Tu dois faire ce qu'on te dit de faire pour recevoir le chèque dont tu as besoin pour survivre. Tu ne peux pas partir si ton environnement est toxique. Tu ne peux pas dire non aux opportunités qui ne t'alignent pas avec tes valeurs. Tu ne peux pas prendre soin de ta famille de la façon dont tu le voudrais. Quand tu es financièrement indépendant, tout change. Tu travailles parce que tu le choisis. Tu contribues parce que ça te donne du sens. Tu dis oui aux opportunités qui t'enthousiasment et non à celles qui ne t'alignent pas. Tu peux prendre soin de ta santé, de ta famille, de ta communauté de façon bien plus complète. Cuba nous rappelle que la liberté économique n'est pas un luxe. C'est une nécessité fondamentale pour que les êtres humains puissent s'épanouir pleinement. Et quand cette liberté est supprimée, même au nom de nobles idéaux comme l'égalité et la justice, quelque chose d'essentiel meurt. Dans ta vie, personne ne te supprime cette liberté. Tu es libre de construire. Libre d'épargner. Tu es libre d'investir. Tu es libre d'investir. Tu es libre de créer de la valeur. Tu es libre de prendre les décisions qui t'emmèneront vers l'indépendance financière. La question est-ce que tu utilises cette liberté? Voici ma dernière pensée pour toi aujourd'hui. J'ai passé des décennies à étudier, à enseigner et à observer ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui luttent. Et si je devais résumer tout ce que j'ai appris en une seule phrase, ce serait celle-ci. Ta vie est le résultat de tes choix, et tes choix sont le reflet de tes croyances. Change tes croyances, et tu changeras tes choix. Change tes choix, et tu changeras ta vie. Ce n'est pas simple, ce n'est pas rapide, ce n'est pas garanti, mais c'est possible, et c'est entre tes mains. Cuba nous montre ce qui arrive quand les gens n'ont pas le choix, quand le système décide pour eux, quand l'ambition est étouffée et la récompense de l'effort est supprimée. Toi, tu as le choix, chaque jour, à chaque décision, à chaque moment où tu peux choisir entre la facilité à court terme et la construction à long terme, tu as le choix. Choisis la construction, choisis la discipline, choisis l'investissement en toi-même et dans ton avenir, choisis de créer de la valeur pour les autres, choisis la générosité, choisis la responsabilité, choisis la liberté. Et un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu regarderas en arrière et tu seras reconnaissant d'avoir fait ces choix. Pas parce que le chemin aura été facile, mais parce que le chemin t'aura mené quelque part qui en valait la peine. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je remercie pour ton attention, ta curiosité et ta volonté d'examiner des idées qui peuvent parfois être inconfortables. Parce que c'est ça, au fond, le vrai travail. Pas les stratégies d'investissement, pas les formules financières, mais la volonté de regarder honnêtement ta vie, tes croyances, tes habitudes, et de décider que tu mérites mieux, et ensuite de faire le travail pour l'obtenir. Cuba attend son moment, et toi, tu n'as pas à attendre. Ton moment, c'est maintenant.